Merci À 3. Paul. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, je ne vais pas répéter complètement ce qu'a dit. Merci en tout cas de l'accueil. Bienvenue pour cette conférence d'ouverture. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur le thème du biochar. Ce sujet d'ailleurs sera aussi abordé en conférence de fermeture vendredi prochain à 14 heures par d'autres collègues européens, donc à ne pas manquer. Donc avant tout, nous remercions toute l'équipe de BIZ pour l'organisation de l'événement. Nous souhaitons aussi vous remercier pour votre présence largement significative. Bien que virtuelle, mais je n'en doute pas, celle-ci nous permettra d'organiser une séquence d'échange la plus riche possible. Le programme vous est proposé par l'équipe du projet SRICI. Nous en dirons un petit peu plus après, évidemment. Nous vous proposons une séquence d'échange à la suite des différentes interventions. Pour ce faire, nous vous demandons, donc soyez attentifs, de poser vos questions et remarques dans le chat. Au fur et à mesure, notre collègue Rosen les traitera au fur et à mesure pour préparer la séquence d'échange. Enfin, si vous souhaitez nous transmettre vos coordonnées pour recevoir des informations au fur et à mesure du déroulement du projet SRICI dans les prochains mois, pendant la réunion, là, nous vous mettrons dans le chat un lien qui vous donnera accès à un formulaire d'enregistrement si vous le souhaitez. Sans plus tarder, voici le déroulement que nous vous avons proposé. Que nous avons préparé. Donc, en premier lieu, Jacques Bernard de l'association Elle nous expliquera ce qu'est le biochar. Tom Ducrot, étudiant Unilassal, nous restituera les enseignements du projet que lui et ses camarades de promo ont mené depuis 6 mois sur le développement d'une application du biochar. Tom Antonis de ProNatura, partenaire de SRICI pour la Belgique, nous présentera une approche sociale de la gestion de la biomasse. Hervé Denis, donc président de B2E, partenaire aussi du projet SRICI, fera un zoom sur ce projet justement et les moyens mis en œuvre. Et enfin, Éric Mouillet, dirigeant de Naoden, illustrera comment le projet SRICI peut intervenir auprès des acteurs français en l'occurrence. Donc, sans plus tarder, Jacques, je vais te passer la parole. Coupez mon micro. Merci. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc Jacques Bernard, je suis chargé d'études à l'association L et je suis plutôt orienté vers les agriculteurs. Voilà, mes collègues étant plus sur les collectivités et les industriels. Alors, diapo suivante, s'il te plaît, Marc. Oui, peut-être un mot sur l'association L, mais on pourra, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez nous demander plus tard. Donc le biochar a été découvert en Amérique du Sud avec des constats qui ont été faits sur des rendements de culture qui se sont développés sur des sols donc issus de charbon broyé et de déchets organiques sous l'action de l'homme. Donc les avantages agronomiques sur le pH, la vie microbienne du sol, et quelques recherches plus récentes là, qui sont des photos sur votre droite, qui indiquent qu'on a potentiellement une vie microbienne du sol qui est importante. Au niveau de la porosité du sol, donc la structuration du sol, et la rétention d'éléments minéraux qui permettent de fertiliser le sol à long terme, selon la situation initiale du sol et selon les pratiques qui sont faites. Et donc, on peut se poser la question des effets aussi sur, donc il y a les rendements, mais sur la qualité des aliments derrière. On est dans des époques où on souhaite aussi avoir des aliments qui permettent d'être en bonne santé et avec des qualités nutritionnelles. Donc ça peut poser ces questions-là. Et la question de reproduire dans des conditions plus maîtrisées, puisque là, c'était des abatis brûlis, donc avec des
des impacts sur la qualité de l'air qui sont certains et qu'on ne peut pas aujourd'hui reproduire en l'état. Et donc, dans des conditions plus contrôlées, de produire des supports de culture. Diapo suivante, s'il te plaît. Marc, s'il te plaît. Merci. Donc, les biomasses qui sont potentiellement pyrolysables dans le processus de fabrication du biochar, il y a toutes les biomasses herbacées, semi-ligneuses, qui peuvent provenir d'entretien d'espaces naturels, semi-naturels, bien que dans ces espaces-là, on trouve aussi la ligne du dessous, qui est les biomasses ligneuses, hein, on trouve des ajoncs, on trouve toutes sortes d'arbres aussi dans les espaces naturels. La biomasse herbacée, on va la retrouver aussi dans les bords de route, dans les espaces agricoles aussi, enfin autour des espaces agricoles. Donc la biomasse ligneuse, j'y reviendrai tout à l'heure. La biomasse de déchets alimentaires, des résidus, donc que ce soit des restaurants, des industriels ou des particuliers, potentiellement pourraient constituer selon le taux de carbone, un gisement potentiel pour la production de biochar. Et enfin, les déjections solides issues des effluents d'élevage ou des boues d'épuration urbaines. Alors, diapo suivante. Merci. Donc là, on zoome un petit peu sur le ligneux. Nous, en France, on part aussi de la filière bois-énergie existante. Donc, la filière bois-énergie, aujourd'hui, elle peut s'alimenter de la forêt, des arbres hors forêt, d'un panel de cultures pérennes. Donc, ça, j'ai mis les TTCR, les taillis à très courte rotation, mais il y en a d'autres. Et les ENS aussi, donc les espaces naturels sensibles. Et dans cette filière bois, on a les résidus de bois de scierie, on a aussi des résidus coproduits d'opérations de criblage du bois pour certaines chaudières qui ont des particularités sur soit l'amener dans la chaudière, soit sur les technologies de chaudière proprement dites. Et donc là, si vous regardez donc la diapo de gauche, en fait, dans cette filière bois-énergie, on a un panel de formes d'arbres, de la bûche aux plaquettes broyats, granulés. Il y a aussi tout ce qui vient des refus de compostage, des déchets verts. Bon, j'aime pas trop appeler déchets verts, mais des centres de tri. Et puis, même au niveau des souches, on peut broyer ces souches et potentiellement, on peut les utiliser dans la filière bois-énergie et donc demain, pourquoi pas dans la filière biochar, à prendre en compte tous les aspects de granulométrie, de présence de minéraux et tout ce qui est fusibilité des cendres aussi. On regarde aussi, il y a l'Observatoire de l'environnement en Bretagne qui publie, qui est en l'occurrence en 2019, qui a publié la disponibilité des ressources en Bretagne en 2030. Donc simplement retenir qu'on a une quantité estimée en 2016 en tonnes pour la partie agricole. Les effluents d'élevage constituent une ressource très importante. Ensuite, dans la filière bois, bocage et culture pérenne, on a aussi des gisements et on distingue aussi donc, tout ce qui est d'autres déchets végétaux. Le total étant de potentiel disponible en 2030, hors effluents de 430 000 tonnes et 7 millions avec les effluents. La technologie de pyrolyse, là, si on rezoome dessus, donc là sur le schéma, c'est écrit déchets bruts. On est conscient que des déchets bruts, il va potentiellement falloir trier si ce sont des déchets. Par contre, si on est sur des produits déjà issus de filières, il n'y aura peut-être pas de tri supplémentaire à faire. En tout cas, un broyage selon la granulométrie, parce que souvent, les pyrolyseurs ne vont pas accepter des granulométries très importantes.
il y a toujours une phase de séchage et il y a plusieurs types de pyrolyse, soit lente, soit rapide, avec des températures différentes, des conditions d'oxygène différentes. Et on va produire plus ou moins de gaz de biohuile ou de charbon, de biochar. Et en général, le ratio biochar, on obtient un petit peu moins d'un tiers de la quantité entrante, mais ça varie énormément en fonction des technologies et des systèmes utilisés. Là, donc, là, les photos d'avance, il y avait quelques pyrolyseurs mobiles, mais en tout cas, l'idée, c'est que derrière ces biochars, en tout cas, on a essayé de les caractériser. On est sur un matériau avec du carbone stable, une haute teneur en carbone, ça dépend de la biomasse entrante, mais avec une capacité, une porosité importante, plus ou moins importante, selon aussi la présence de biohuile qui va obstruer ces pores et qu'il faut potentiellement dégager, avec des pH plutôt basiques et des capacités d'échange cationique intéressantes et une capacité à capter les odeurs et l'humidité. Alors nous, on s'intéresse au-delà des supports de culture à des usages potentiels qui pourraient permettre de créer des chaînes de valeur aussi potentiellement plus importantes. Mais sur l'agronomie, on pense aux bouts d'épuration, à faire du co-compostage. Ça pourrait, notamment sur des bouts d'épuration qui posent des problèmes, peut-être s'interroger sur leur conformité et leur utilisation pour un retour au sol. On pense en litière. Il y a des pratiques aussi qui consistent à imprégner le biochar dans des lisiers. Il y a des expériences en Allemagne, notamment pour réduire les odeurs. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder derrière au niveau du sol les effets que ça peut engendrer. Et pourquoi pas sur une certaine stabilisation sur des sols qui présentent des risques de pollution. Donc, en digestion également, pour faciliter le métabolisme en bloquant certaines molécules et en fixant peut-être des nutriments utiles pour la flore microbienne et donc permettre des digestions. Donc derrière, il y a aussi la codigestion, méthanisation, c'est des idées. En traitement de l'eau, ça existe. Alors pour la potabilisation, on est conscient que il y a des contraintes, mais rien n'est insurmontable. Pourquoi pas dans l'assainissement avec l'évolution peut-être de la réglementation et donc en filtration, hein, tout simplement. Et pour les gaz, peut-être les biogaz demain aussi, maîtriser les odeurs, bloquer toujours des éléments minéraux dissous contenus dans les gaz. Et puis tout un panel de matériaux biosourcés pour l'agroalimentaire, pour sa couleur, tout simplement, en cosmétique, en textile, en éco-construction. Diapo suivante. Alors, on s'est intéressé à regarder des consommateurs de charbon actifs. Donc, c'est loin d'être exhaustif, hein, c'est juste pour illustrer quelques exemples, que ce soit en incinération, donc en haut à gauche. Mais bon, il y a d'autres incinérateurs, hein, il y en a dans le sud de la Bretagne, enfin, il y en a un petit peu partout en Bretagne, qui potentiellement consomment aussi du charbon actif. On en a vu aussi donc en plug and play, c'est-à-dire que c'est des colonnes de charbon qui arrivent sur site industriel et qui sont directement connectées. Donc en bas à gauche, par exemple, pour traiter des eaux issues du recyclage de voitures. En haut à droite, en haut à droite, voilà les usines de potabilisation d'eau du bassin rennais. Il y en a 7 par exemple. Là, il n'y a qu'un point, mais potentiellement, il y en a plusieurs. Des essais qui ont été menés, notamment donc en bas, là, c'est la photo Rennes Métropole avec un procédé de la SOR sur une station d'épuration qui reçoit des eaux usées issues d'un hôpital, enfin une partie, 5% du volume. Et puis en bas à droite, donc unité de méthanisation. Donc là, elle est hors Bretagne, elle est à Issy.
Mais on connaît les unités de méthanisation en Bretagne et potentiellement, pour épurer le biogaz, il en est consommé un petit peu partout. Donc les vigilances, c'est bien sûr, c'est comment on va mettre en adéquation tout ce panel de biomasse avec des procédés qui peuvent encore évoluer et qui évolueront, et puis tous les procédés de traitement, que ce soit pré-traitement avant la pyrolyse ou post-traitement, pour fonctionnaliser, imprégner des biochars ou nettoyer des ports, activer les ports. Et donc l'importance d'avoir des compétences analytiques locales pour là, on a mis pour envisager les 55 usages, puisque on fait un petit clin d'œil au centre Ithaca, qui est basé en Suisse et en Allemagne, qui développe multiples usages autour du biochar. La filière qui doit être structurée pour développer les usages, mais aussi développer des normes et des standards d'utilisation, de mettre ça en parallèle d'un cadre réglementaire, notamment les matières fertilisantes, quelle place donner au biochar, et puis aussi de créer des références au niveau du prix pour permettre de l'animer tout ça dans la même chose dans les pays qui s'intéressent au biochar. Et au niveau de l'environnement, on a beaucoup de questions sur bon, déjà, est-ce qu'il peut avoir un impact et un intérêt d'être intégré dans le cycle de gestion de la biomasse, mais aussi derrière, quelle balance énergétique, quels effets sur le stockage du carbone, et l'importance donc de mener des ACV. Parce que dans le bilan énergétique de la pyrolyse, on réutilise une partie de la chaleur pour le process. Et voilà, faire ce bilan, cette balance, et comparer aussi à d'autres techniques. Et donc, pour terminer, les opportunités sont multiples. On a des exemples dans des collectivités qui vont, notamment à Baden-Baden, qui prennent sous l'angle de biomasse sous-valorisée pour essayer de traiter des eaux usées dans la station d'épuration. Donc, on pense aussi à valoriser le biochar localement à la ferme, parce que aussi, au niveau des exploitations agricoles, l'arbre commence à retrouver une place. Il faut aussi lui donner de la valeur en développant les valorisations, et notamment par des usages en cascade, jusqu'à des compléments alimentaires, aux litières, et puis toujours dans une logique de retour au sol et de conservation des sols. Et puis, un autre exemple en collectivité, au lieu de produire de la cendre, la réflexion, c'est de produire de l'énergie et du biochar pour planter des arbres en zone urbaine, filtrer les eaux d'orage, des bassins de tampons, et l'idée étant de recycler ça pour enrichir les composts des particuliers. Et donc, on pense aussi à de nouveaux médias filtrants, donc développer, substituer du charbon actif, l'utiliser en amont des filtres à charbon actif pour réduire le coût de consommation de charbon actif qui est aujourd'hui importé. Et on pense aussi donc à tout ce qui est eau de ruissellement. Donc ça, c'est ce sur quoi les étudiants ont pensé et vont nous restituer juste après. Et on pense aussi à des dispositifs renforcés de phytoépuration, puisque nous aussi à l'association, on a beaucoup travaillé sur le recyclage des eaux usées et la production de biomasse dans des dispositifs de phytoépuration. Voilà, je vous remercie de votre attention et bonne continuation. Merci Jacques. Du coup, pour illustrer un des usages que tu as abordé, Tom Ducrot, donc étudiant à Unilassal, va nous présenter un exemple de développement d'application dans le traitement de l'eau. Tom, je te passe la main. Oui, bonjour, merci. Alors, nous, avec des étudiants de Unilassal Rennes, on était un groupe de 5, donc on était 2 ingénieurs et 3 personnes du cursus bachelor. On avait pour projet cette année
d'étudier une filière de valeur autour du biochar, donc pour le traitement de l'eau en Ille-et-Vilaine, donc en partant de la biomasse, en passant par les pyrolyseurs et jusqu'aux utilisateurs de ce potentiel biochar pour traiter l'eau. Donc, on va pouvoir commencer par la première slide. Donc, au début, on a mené une petite enquête pour savoir dans quel type de traitement de l'eau pourrait être le plus apte à intégrer le biochar. Qu'au début, en pensant au traitement de l'eau, on s'est directement dirigé vers les stations d'épuration. Mais en appelant, on s'est rendu compte qu'ils n'utilisaient pas de charbon actif et qu'ils n'étaient pas obligés, pour l'instant, il n'y avait pas de règlement qui les obligeait à traiter en plus les micropolluants. Et il y a peu de steps qui commencent à y penser. Il y en a quand même un petit peu qui commencent à utiliser un procédé de la SOR, le procédé Carbo Plus, pour traiter ces polluants-là, mais ça reste que des essais pilotes pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur les eaux de ruissellement. Et on a vu que sur le territoire, il y avait peut-être des besoins à ce niveau-là, justement, parce que selon les aménagements, dès qu'un aménagement comme une route, un bâtiment imperméabilise une certaine surface, il y a une obligation de retenir l'eau, de l'infiltrer. Et pour les routes ou les parkings où il y a beaucoup de trafic, des voitures ou susceptibles d'accueillir une pollution, il y a un abattement obligatoire des polluants. Donc, quand on parle d'abattement des polluants, ça va être les matières en suspension, les particules, et aussi les micropolluants d'un autre côté. Donc, dans les micropolluants, il y en a beaucoup. Ils viennent de plein d'activités différentes, surtout des activités humaines, mais ils sont assez toxiques pour l'environnement. Mais ça peut venir aussi bien du trafic routier, de l'agriculture ou d'autres activités. Et on peut les diviser en deux catégories. Il y a ceux qui sont hydrophobes, donc qui sont pas du tout attirés par l'eau, qui vont chercher à la fuir. Donc ceux-là, ils vont se coller aux particules, donc ces fameuses matières en suspension. Et en retenant l'eau et en faisant sédimenter ces particules-là, on va éliminer naturellement ces polluants. Donc, ils ne nous posent pas vraiment de problème, en fait, pour l'instant. Par contre, il y a une autre part de ces micropolluants-là qui, justement, reste bien fixée à l'eau. Et donc, cela, même si on enlève les particules et les matières en suspension, on va toujours les avoir dans l'eau, même dans l'eau qu'on considère traitée. Et donc, pour enlever ces polluants-là, il va falloir des procédés plus poussés que ceux qu'on utilise déjà pour l'eau de ruissellement. Et un des procédés, ça peut être la fixation sur charbon actif. Et le biochar, comme on l'a vu, ça a des bonnes propriétés. C'est très poreux et c'est assez efficace pour absorber plusieurs types de molécules. Donc, l'utilisation du biochar, ça peut être une bonne idée pour justement traiter ces micropolluants dans les eaux de ruissellement. Donc, une partie de notre projet, c'était de faire des études laboratoires pour voir si justement ce biochar était vraiment efficace pour capter des micropolluants. Donc, on a fait un test sur le bleu de méthylène. C'est une molécule qui colore l'eau en bleu très fort, comme son nom l'indique, et on l'a choisi parce que c'est assez simple d'utilisation et c'est aussi un médicament. Donc, on pourrait le retrouver presque dans certaines stations d'épuration ou dans certaines eaux à traiter. Et donc, on a testé plusieurs choses. On a testé différents biochars, enfin différentes biomasses qui ont été transformées en biochar. On l'a testé sur différentes concentrations de polluants avec plus ou moins de biochars utilisés. Euh, et donc, pour les premiers résultats, donc, on a fait des constatations auxquelles on pouvait s'attendre, comme par exemple le fait que différentes biomasses, même si c'était pyrolysé de la même façon, et au final, le biochar va avoir une capacité d'absorption différente en fonction des biomasses. Ensuite, pour ce qui est de la concentration, plus on veut traiter une concentration élevée en polluants, plus il va nous falloir mettre de biomasse dans l'eau pour pas que toute celle-ci
soit saturé par le polluant. Et enfin, on a fait des essais sur différents types d'activation. Donc, il y avait le rinçage à l'eau, le rinçage à la soude, le biochar traité à l'acide citrique et aussi une activation à la chaleur. Et donc, dans les procédés d'activation, celui qui est ressorti comme étant le plus efficace, c'était l'acide citrique. On voit qu'il multiplie par presque, voire plus que 4 le pouvoir d'absorption du biochar. Donc l'acide citrique, c'est un acide organique, c'est celui qu'on retrouve dans le jus de citron, par exemple. Et donc le constat qu'on a fait de notre petite expérience labo, c'était que justement, on pouvait peut-être se pencher sur les acides organiques pour booster en quelque sorte les capacités des biochars. Et donc ensuite, une autre partie pour redonner pour la surface spécifique du bleu de méthylène. Alors la surface spécifique c'est pas la surface spécifique du bleu de méthylène, c'est la surface spécifique du biochar. Et donc, on ne calculait pas la surface spécifique, mais juste la capacité d'absorption. En fait, combien de microgrammes ou de grammes de polluants on est capable d'absorber sur un biochar. Donc, en fait, pour ça, on avait une eau concentrée en bleu de méthylène. On connaissait la concentration. Ensuite, on mettait du biochar dedans et on agitait pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, on regardait la concentration dans l'eau du bleu de méthylène. Et donc, il y avait une baisse assez significative. Et donc, pour regarder, on faisait une analyse spectrophotométrique et on faisait la différence entre la concentration qu'on a eue avant de mettre le biochar et la concentration au bout de 24 heures. Et donc, la différence, le polluant qu'on n'avait plus dans l'eau, c'était en fait le polluant qui s'était mis sur le biochar. Et c'est donc comme ça qu'on calculait la capacité d'absorption des biochars, en espérant avoir répondu à votre question. Et donc, comme je disais, après le laboratoire, on a aussi essayé de se pencher sur comment mettre le biochar plus concrètement dans les installations de traitement des eaux de ruissellement. Et il faut savoir qu'en grande partie, les eaux de ruissellement, pendant longtemps, ils ont été traités dans des grands bassins de rétention. Ces bassins de rétention, il faut savoir que c'est assez compliqué à mettre en place, ça coûte cher et ça demande du foncier, ça demande beaucoup d'espace. Et donc, il y a des traitements alternatifs pour traiter les eaux de ruissellement. Euh, et donc, on s'est penché sur un peu toutes les alternatives qu'il y avait. Et donc, on a vu qu'on pouvait mettre le biochar dedans de différentes façons. On pouvait soit mettre une couche dans le fond dans le fond des aménagements. On pouvait le mélanger à de la terre. Donc ça va être pour les plantes, pour les toits végétalisés, des choses comme ça. Et on pouvait aussi le mettre en tant que colonne filtrante. Donc, dans les noues, les fossés et les puits d'infiltration, on peut le déposer en dessous de ces aménagements-là comme couche filtrante en plus. Et donc, on a constaté que ça ne demandait pas d'entretien en plus parce que les noues, les fossés et les puits d'infiltration, ça demande des curages réguliers de l'ordre de 1 à 2 fois par an. Et donc, quand on cure ces aménagements, ça permettrait de récupérer le biochar et d'en mettre un nouveau pour que l'aménagement soit toujours aussi efficace et que ça puisse traiter les micropolluants. Dans les toits végétalisés, pour incruster le biochar, il suffirait de le mélanger tout simplement à la terre. Et il y a des études qui montrent que même un mélange de l'ordre de 10 à 30% de biochar pour un reste de terre, ça permet d'améliorer grandement la qualité de l'eau qui ressort de ces installations. Et en plus, ce n'est pas mauvais du tout pour les plantes, puisque le biochar, ça peut être aussi utilisé en agriculture. Et donc, on dégrade pas les rendements, voire on peut même les améliorer. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour les plantes d'être dans un sol assez riche en biochar. Et donc ensuite, sur la prochaine diapo,
On va voir les aménagements. Donc ça, c'est des aménagements qui demandent beaucoup plus de construction, plus cher, mais qui sont aussi capables de traiter des volumes d'eau beaucoup plus grosses. Et donc, au final, les tranchées drainantes et les routes à structure réservoir, le principe est un peu le même. C'est un grand bac imperméable avec… alors, oui, c'est 10 à 30% en volume pour le biochar dans la terre. Et donc, l'eau va se mettre dans ces installations-là. Les matières en suspension vont sédimenter dans les matériaux poreux et ensuite, l'eau propre, on va dire, va être évacuée par un drain, une sorte de tuyau. Et donc, ce serait au niveau de ce drain-là qu'on pourrait mettre des sortes de colonnes filtrantes au biochar. Et donc, comme les matières en suspension auraient déjà sédimenté avant d'être évacuées, on aurait une eau qui serait juste chargée en micropolluants et plus en particules qui seraient évacuées par les drains. Et donc, le fait de mettre des colonnes à ce niveau-là, ça permettrait de traiter les micropolluants. Et en plus, ces colonnes ne se colmateraient pas très rapidement, comme les particules auraient déjà sédimenté avant. Donc, ça permettrait une assez longue durée de vie à ces colonnes et une façon assez simple de remplacer le biochar. Ça pourrait être des installations du type plug and play, mais en plus petit que Jacques a déjà présenté juste avant. Enfin, on a regardé donc, sur la diapo suivante, il y a quelques exemples d'expériences comme ça, de procédés pilotes qui ont déjà été effectués dans plusieurs pays. Donc, c'est en Suisse où eux, ils ont installé du biochar dans des pots de fleurs mis en escalier. Et donc, l'eau de ruissellement passe à travers ces pots de fleurs. Et donc, à l'intérieur, ils avaient un mélange de biochar et de compost. Et ils mettaient ça donc, dans les villes et sur un pont aussi. Donc, c'est pour traiter les eaux dans des endroits où il y a très peu d'espace pour des installations. Et ils avaient des bons résultats, puisque après, ils voulaient traiter surtout les métaux et les HAP, donc des hydrocarbures. Et à la fin, ils n'avaient plus aucune trace de ces polluants-là. À Helsinki, un projet très récent qui a été construit l'année dernière, c'est un bassin de rétention. C'est un bassin de rétention avec donc une couche de biochar filtrante dans le fond de ce bassin et un pré-bassin avant avec une soleraie pour justement faire sédimenter les MES. Et eux aussi, donc c'est un projet très récent, il y a moins de retours de projet pour eux, mais ils n'avaient plus de traces du tout d'hydrocarbures et les métaux lourds en moyenne ont été diminués de 25% comparé aux installations classiques qu'ils avaient déjà pu installer de simple sédimentation. Et ensuite, un dernier projet à Port Townsend, donc dans l'État de Washington aux États-Unis. C'était au niveau d'un port et ils avaient besoin de traiter le cuivre et le zinc. Ils avaient besoin de traiter le cuivre et le zinc et donc ils ont installé du biochar dans des sortes de gros bacs. Donc, il y en avait qui étaient situés en dessous des toits et d'autres qui étaient enterrés directement dans la terre. Ils ont testé plusieurs mélanges et leur mélange biochar et compost a été assez efficace puisqu'il réduisait de plus de 93% le cuivre et de quasiment 100% le zinc. Et donc, enfin, la dernière slide que je vais vous présenter, c'est un petit exemple donc ça, c'est le campus sur lequel on étudie, sur lequel est notre école et où on a vécu quelques années dans nos premières années d'études. Et donc, on a essayé de réfléchir à où pourrait être mis chaque installation dans lesquelles on a parlé. Donc, pour l'instant, ces installations, elles existent pas du tout. Mais c'était juste un exemple un peu pour illustrer ce qu'on avait mis. On a essayé de prendre en compte plusieurs choses pour les installer, comme les routes à traiter, où est-ce qu'il y avait beaucoup de voitures qui passaient, et aussi les plans locaux d'urbanisme. Et donc, cette petite application sur le campus, on l'a faite aussi parce que le projet va être repris l'année prochaine par un autre groupe d'élèves. Et donc, nous, même si c'était très théorique, ce qu'on a fait pour l'instant,
on voulait avoir une petite étude de cas quand même et pourquoi pas donner des idées au prochain groupe qui travaillera sur le sujet et pourquoi pas essayer de monter une première petite installation pilote et sur le campus, ça s'y prêterait assez bien vu que c'est tout près de l'école et qu'on le connaît assez bien. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, qu'il y avait plusieurs questions dans la conversation. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tous. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Mais rapidement, pour le biochar qui est chargé en micropolluants, il y a plusieurs solutions. On sait que donc pour le charbon actif, il y a les cimenteries qui récupèrent parfois ce charbon pour le brûler. Et sinon, après, le problème du biochar qui va être mis dans les installations de traitement de l'eau, c'est qu'il va être mélangé beaucoup à l'eau et aux sédiments. Et donc, il aurait un procédé de traitement un peu comme les boues de curage qu'on a déjà. Donc, d'abord, on sépare l'eau pour diminuer la masse. Et ensuite souvent, les sédiments sont envoyés en décharge. Mais avec le biochar, on a vu que peut-être il y aurait si c'est bien séparé de l'eau et des sédiments, il y a peut-être la possibilité de l'envoyer en méthanisation, comme on a vu que ça pouvait être utile pour la digestion ou alors de le brûler également. Merci Tom. On a bien pris en compte les différentes questions. On va essayer de synthétiser ceci afin de les aborder dans la mesure du possible dans la partie échange. Donc merci Tom et merci Jacques pour cette présentation concrète du biochar et cette immersion là dans la problématique de la gestion de la qualité de l'eau. On va dézoomer un petit peu grâce à Tom Antonis et aborder le sujet plutôt sous l'angle filière et notamment l'approche sociale qu'on peut faire de la collecte, de la gestion de la biomasse au sens large et en particulier de la collecte et de la préparation. Tom Antonis de ProNatura, du coup, je te laisse la parole, 10 minutes et merci à toi. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Tom Antonis et je travaille pour ProNatura. Nous sommes le partenaire belge dans le programme Interreg 3C. Et je vais vous amener, comme Marc a déjà dit, dans notre approche sociale de la collecte et de la préparation de biomasse. Marc, je vois que chez moi, les dias ne suivent pas. Je ne sais pas si chez les autres, ça suit. Oui. ProNatura est une entreprise sociale et durable belge et qui emploie plus de 180 personnes à 3 sites en Belgique, à Eeklo, Vilvoorde et Pamel. Depuis plus de 25 ans, les collectivités, les entreprises et les particuliers, ils peuvent faire appel à nous pour la gestion écologique de leurs espaces verts. Le prochain dia. Pour ProNatura, l'innovation est également le maître mot. Notre unité de l'innovation met en avant la bioéconomie et recherche les solutions circulaires pour les déchets verts. Nos activités génèrent beaucoup de déchets verts et ainsi les déchets que nous voulons valoriser dans la bio-industrie. C'est pourquoi nous expérimentons depuis des années et depuis certains temps sur la valorisation des flux résiduels de la biomasse, comme vous voyez dans ce schéma. Pour nous, c'est clé de travailler avec la diversité de biomasse à côté à l'entrée et essayer de le collecter dans ce hub, un cluster, et autour de ce cluster, de rassembler différents acteurs, partenaires, et aussi de rassembler les différentes techniques, et ainsi de chercher ensemble de convertir ce biomasse en différentes applications. Comme par exemple, on a la fraction de fibres. Ça peut être utile comme matière première pour la production de meubles, par exemple, où on a la fraction de jus qui pourrait comprendre comprenant les herbicides, par exemple, où on pourrait utiliser le biomasse comme source d'énergie ou
pour rester dans le thème, le transformer en biochar. Mais le schéma que vous voyez, pour nous, c'est clé qu'il faut partir de la diversité de biomasse, créer un cluster, essayer de grouper autour les différents partenaires et les technologies pour chercher ensemble les différentes technologies et les applications. Ainsi, on a une filière pure et simple. Et justement, pour le prochain dia, le clé du succès, Marc, le prochain. Oui, la clé du succès de l'utilisation de la biomasse réside dans la coopération, afin de tout utiliser à 100% et pouvoir ajouter de la valeur à chaque étape dans la filière. Car nous, comme ProNatura, on n'est pas intéressé dans les grandes monocultures et les grandes surfaces. Non, pour nous, c'est clé de travailler ensemble et de chercher la valeur ajoutée pour tout le monde et d'aller pour une économie inclusive. Ça veut dire une économie sociale et solidaire dans laquelle on met l'accent pas seulement sur l'économie, mais aussi bien sur les aspects écologiques et sociaux, ainsi que tout le monde peut y participer. Depuis des années, le partenariat dans ces projets Interreg nous aide à ProNatura beaucoup pour établir un réseau et faire l'échange de notre expertise et d'expérience au niveau international. Et depuis des années, nous avons expérimenté dans ces genres de projets avec différents types de biomasse, comme par exemple le renoué de Japon, le roseau, les tiges de framboise, les herbacées au bord de la route. Et principalement pour nous, c'est un établissement de notre réseau de contacts. Comme vous voyez sur la carte de Belgique, on a nos 3 sites en Flandre. Autour de Bruxelles, on en a 2, une à Vilvoorde et notre site principal à Pamel, et une à Eeklo. Et petit à petit, notre réseau agrandit avec des partenaires déjà très actifs, surtout les collectivités, les universités, mais de plus en plus aussi des entreprises et aussi les groupements forestiers en Belgique font appel à nous. Et on espère, par ces projets comme Interreg Trici, que aussi, et de plus en plus par ailleurs, on est sollicité par des partenaires potentiels qui veulent travailler avec nous ou qui s'informent chez nous, comme vous voyez en bleu sur la carte. Et ainsi, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre intérêt. Et s'il y a des questions, je suis là pour vous répondre à la fin de cette session. Merci bien. Merci Tom. Merci beaucoup, merci pour tous ces échanges en parallèle. On va maintenant vous présenter le projet Srici en tant que tel. Maintenant que nous avons fait le tour du sujet du biochar, qu'on a eu aussi l'historique de ce projet par Tom. Et puis cette vision aussi, la façon dont ça se passe sur la Belgique était très intéressante. Donc sur la France et en l'occurrence sur l'ouest de la France, le projet Srici va nous aider aussi à développer un réseau tel que celui qui nous a été présenté par Tom. Hervé, Denis, donc président de B2E, je te propose donc de nous présenter le projet Srici. Merci beaucoup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Hervé Denis, la présidente de B2E. Ouais, merci, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, effectivement, vous présentez la genèse du projet Trici, qui est en réalité une succession, Tom a commencé à l'aborder, une succession de projets qui nous a amené qui ont conduit à ce projet Interreg Trici qui a démarré en 2019. Une suite logique, juste pour vous préciser qu'il y a eu donc 3 projets qui se sont succédés précédemment, dont le projet Progress, qui a été en 2008 une approche holistique globale de recherche, développement et de transfert de connaissances technologiques pour la gestion intégrée de la biomasse et du carbone. Il s'est suivi un autre programme
Le programme combine, convertir les matières organiques des zones urbaines et naturelles européennes, notamment la biomasse d'accotement de route en bioénergie stockable. Jacques en a parlé tout à l'heure. Puis après le projet Redirect, c'était 2016-2019, identifier la collecte et la production, la gestion, le potentiel de la chaîne de valeur des produits alternatifs du charbon et du carbone, et notamment le biochar a commencé à apparaître à ce niveau-là, plus particulièrement, et ce qui a conduit au projet Trici, donc les fameux 3C, la création d'une économie circulaire autour du carbone. Donc le programme Trici, 2019-2023, 4 années, stimuler l'innovation et créer une économie circulaire du carbone en Europe du Nord, bien entendu, mais au-delà également. Alors concernant le projet, il est parti d'un constat. Hein. Il existe, on l'a vu tout à l'heure, une ressource en biomasse résiduelle végétale sous-valorisée et importante. Les déchets verts, bord de route, espèces invasives, sous-produits de transformation, beaucoup de ressources qui ont été identifiées. L'Europe du Nord-Ouest consomme actuellement environ 150 000 tonnes de charbon actif par an, produit à base de charbon fossile ou de matière végétale et en grosse majorité importé. La réponse que propose le projet, hein, c'est bien promouvoir l'innovation et le développement des entreprises dans l'économie circulaire sur la base de production alternative de charbon actif ou de biochar à partir des biomasses de leur territoire. Concernant le partenariat, on a vu un partenaire, la personne de Tom, belge. C'est 13 partenaires, c'est 7 centres stratégiques répartis sur 6 pays, l'Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, la Belgique et l'Allemagne. C'est environ 6 millions de budget pour les 4 années. C'est 700 000 € environ pour l'équipe française. 4 années de projet, je l'ai déjà précisé. Et c'est des profils au niveau des partenaires qui vont des associations aux universités, des municipalités, des consultants marketing, des entreprises sociales comme ProNatura. Et c'est piloté par Tim Scholz, qui est un coordinateur projet, coordinateur allemand, au travers d'une société qui s'appelle Blink. Concernant les acteurs français, on a commencé à en parler tout à l'heure. Ces 2 structures d'animation de réseau, donc l'association L, dont Jacques vous a parlé tout à l'heure, et vous pouvez avoir des renseignements sur un site internet. C'est l'association B2E, qui est un centre de ressources régionales dans l'environnement et dans l'énergie en Bretagne. Donc ces 2 structures ont pour rôle d'animer des réseaux, mettre en relation les acteurs, identifier les chaînes de valeur potentielles et valider les opportunités. L'équipe française est complétée, Tom en est le représentant tout à l'heure, par Unilassal EME, l'école supérieure et de recherche, mise à disposition des compétences scientifiques, des laboratoires et plateformes d'essai. Concernant l'organisation, elle a pour objectif donc de promouvoir l'innovation et le développement commercial dans l'économie circulaire basée sur des produits alternatifs à base de charbon actif, de charbon de bois, pardon. Elle repose sur 3 piliers. Hein. C'est les hubs, la mise en réseau et les centres de ressources. C'est le lab, le centre d'essai et d'expertise. Et c'est le net, c'est le développement et le marketing. Concrètement, au niveau des actions, vous êtes un producteur de biomasse, un transformateur maîtrisant une technique de pyrolyse, un utilisateur potentiel ou actif de charbon végétal ou de charbon actif. Vous voulez optimiser la valorisation des biomasses locales, développer des projets de pyrolyse ou pyrogasification, disposer de charbon végétal actif éco-responsable. Eh bien, on vous invite à rejoindre le programme Trici. En gros, nous vous proposons des ateliers techniques et conférences, un rendez-vous découverte, une étude d'opportunité, une étude de faisabilité, un accompagnement technico-économique. Donc, c'est ça le programme Trici résumé en quelques mots. Je vous remercie. Merci Hervé. Avant de passer la parole à Eric, je souhaitais ajouter que la suite de la semaine organisée autour de Bio 360 permettra aux participants à cette conférence éventuellement de prendre rendez-vous avec différents membres du projet SRICI qui sont inscrits sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez approfondir votre compréhension du projet ou bien du sujet, ou bien
si vous connaissez et que vous êtes déjà investi sur le sujet, éventuellement nous faire part voilà, de ce que disait Hervé à l'instant, hein, de votre souhait de collaboration ou des précisions. N'hésitez pas. En tout cas, dernière séquence, Éric Mouillet, dirigeant chez Naoden, va nous donner un petit peu son point de vue sur le projet Srissi et comment finalement ce projet de Srissi peut permettre à des entreprises comme la sienne de s'intéresser au sujet du biochar. Merci Éric. Bonjour, Marc, très bien. Donc peut-être pour commencer, puis pour vous présenter Naoden. Donc nous sommes une société basée à Nantes, créée en 2015, et nous proposons des solutions de production d'énergie décentralisée issues de valorisation de biomasse. Nous sommes partenaires d'EL, de B2E d'une manière générale, et nous avons déjà eu un certain nombre de reconnaissances sur le développement de nos innovations. Alors, pour présenter peut-être plus en détail ce que nous faisons, eh bien, nous avons développé des solutions de pyrogazéification. Donc, Marc, je te laisse passer. Voilà. Alors, la pyrogazéification consiste en fait à transformer une matière solide carbonée en gaz de synthèse qui va être ensuite valorisé sous forme d'énergie. Donc, en fait, pour nous, le char ou le biochar est un résidu du processus de transformation. Et donc, nous ne visons pas spécifiquement à produire ce type de… Alors, nous, on va appeler ça déchet. C'est vraiment un résidu du processus de production de gaz de synthèse. Donc, aujourd'hui, la solution et finalement les questions qu'on se pose, c'est comment peut-on valoriser finalement ce résidu de façon à ce qu'il devienne une opportunité pour nos clients, c'est-à-dire en fait finalement améliorer un business model pour éviter d'avoir à retraiter ce résidu. Marc, je te laisse avancer. Donc, en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, la pyrogazéification rejette environ 4 à 5 de ces résidus assimilés donc à du biochar. Donc, nous, à titre d'info, courant de l'été 2021, on aura l'équivalent de 3000 kW de puissance installée en France, ce qui représente un volume de l'ordre de 220-250 tonnes par an de biochar disponibles. Donc, on a réalisé certaines mesures et certaines analyses pour essayer de comprendre finalement comment on pouvait quantifier et qualifier ces types de rejets. Alors, on a fait des essais avec du bois de classe A, c'est-à-dire du bois non traité, et du bois également de classe B. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur nos unités, on collecte le char à deux endroits spécifiques. Une partie qui est sous le réacteur, c'est-à-dire sous le réacteur de pyrogazéification, et une autre partie du char est collectée dans les zones de filtration, soit le cyclone ou les procédés de filtration qu'on a. Et donc, on a pris des échantillons sous le réacteur et sous le système de filtration pour les analyser. Sachant que le char récupéré sous le réacteur représente environ 80% du volume total de char produit par nos installations. La première analyse en fait, qui a été faite, c'est de définir le taux de carbone dans le char. Donc aujourd'hui, sur nos technologies, on a en résiduel environ 66% de carbone au niveau du char, donc ce qui est plutôt bien.
Le deuxième type d'analyse que l'on a pu réaliser, c'est l'analyse relative aux normes EBC, qui sont des normes européennes permettant de qualifier les chars. Et donc, les résultats qu'on a eus sont les suivants. Sous le réacteur avec du bois A, globalement, le char répond aux normes EBC FID classe 1, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un niveau de classification qui permet de considérer ce résidu potentiellement acceptable pour l'alimentation des animaux. Donc, en additif alimentaire pour les élevages d'animaux. Donc ça, c'était un sujet que je ne connaissais pas spécialement. On s'est rendu compte également qu'au niveau des systèmes de filtration, donc sous les systèmes de filtration, le char qui était récupéré était plus riche, enfin contenait plus d'éléments type de métaux ou métaux lourds. Et donc, les cendres sous les systèmes de filtration ne peuvent pas, ou le char sous les systèmes de filtration ne peuvent pas être admissibles dans ces classes alimentaires. Et donc, on a pu constater que sous système de filtration, on passait en classe 3 d'épandage selon les normes BC Agro. Voilà. Et par contre, pour le bois de classe B, donc le char issu du bois de classe B, celui-ci n'est admissible dans aucune classe de biochar de type EBC, ce qui semble tout à fait normal. Voilà, donc on fait partie, on est intervenu au niveau du projet 3C et notamment à travers la visite de notre unité pilote qui est située sur le site de Kerval Centre Armor. Voilà, donc aujourd'hui, nous, clairement, les enjeux, c'est finalement de comprendre quelles sont les opportunités, les contraintes, les coûts et finalement comment est-ce qu'on peut valoriser ce biochar dans de l'industrie et selon quels critères prépondérants. Voilà. Je vous remercie. Merci Eric. Merci pour toutes ces questions sur lesquelles tu as fini, qui montrent en effet que le sujet est ouvert et qu'il y a du pain sur la planche. Je tiens à rappeler qu'on travaille dans le cadre d'un projet européen, donc avec pas mal de compétences aussi et d'expériences multiples. On n'est pas tous au même niveau de maturité sur le sujet. On va pouvoir aborder la série de questions, revenir sur les différentes questions qui ont été posées. On va procéder par ordre. On va essayer de répondre à peu près à tout le monde. Je pense qu'on a quand même encore un petit peu de temps grâce à la clarté des différents intervenants et leur vélocité. Donc, sur le premier exposé, pour revenir sur les sujets fondamentaux autour de la définition du biochar, il y a eu un certain nombre de questions adressées à Jacques et je pense que nous pourrons avoir soit l'éclairage de Jacques, soit l'éclairage d'autres personnes de l'équipe. Unilassal notamment est représenté via Tom qui nous a fait sa présentation, mais aussi via l'équipe encadrante, en l'occurrence Lydia Frida, donc, qui est présente parmi nous, donc qui pourrait éventuellement intervenir normalement si les conditions techniques le permettent. Alors, première question tournée autour des résultats agronomiques. Est-ce qu'on a des résultats agronomiques et est-ce qu'il y a des risques au niveau des polluants produits à partir de bouts de steppe? Jacques ou Lydia, je vous laisse répondre à cette question si ce n'est pas déjà fait via le chat.
Alors, la question exacte, j'ai pas bien. Moi, je l'ai Avez-vous pas des dans- résultats agronomiques ou des Oui. risques, ou bien y a-t-il des risques de traces de polluants finalement dans le biochar produit à partir de bouts de steppe? Non, on n'a pas. Moi, j'ai pas de mon côté. Alors, peut-être Lydia, au niveau de TNO, ils ont testé dans son ancienne fonction, il teste un panel de biomasse à pyrolyser. Alors, avec une technique de pyrolyse bien précise qui n'est pas forcément reproductible. Euh, moi, de mon côté, j'ai pas cette info exacte, mais ça fait partie des peut-être d'aller regarder dans les bases de données existantes des centres, on va dire des centres d'essais labos au niveau européen qui sont actuellement, qui réalisent déjà d'analyse. Est-ce que Lydia veut ajouter quelque chose? Sinon, juste avant de conclure sur ce sujet-là, le projet SRICI est à sa phase de démarrage. Nous avons en effet une équipe au sein du lab qui pourrait être susceptible de faire ce type d'analyse. Pour le moment, il n'y a pas de données issues de SRICI sur le sujet, mais comme le disait Jacques, on est en lien avec un certain nombre d'acteurs européens. Certains ont de l'avance sur le sujet. Le sujet de la pyrolyse de bouts de steppe est déjà bien développé depuis pas mal d'années. Il y a aussi chez nos partenaires européens déjà des réalisations. Il me semble peut-être qu'ils interviendront vendredi dans la conférence. Il y a aussi des entreprises qui ont du retour d'expérience sur le sujet. Et excuse-moi, c'était une question de la part de qui, s'il te plaît? J'ai pas Claire D'accord. Gourbelet de la Et Florantaise. après, en fait, toutes ces questions qui sont en fait très précises, à partir du moment où elles répondent à une problématique identifiée de la part d'un acteur sur un polluant précis, sur une problématique bien identifiée, c'est là que le projet SRICI peut aussi se mettre en marche. Et c'est à vous, quelque part, quand vous posez ces genres de questions, c'est de mettre en face, voilà, on a des tonnages de ça, on a cette contrainte-là, et c'est là qu'on peut se mettre plus en mouvement aussi pour aller chercher soit des infos, comme on le disait, soit essayer de produire des références. Quelques autres questions toujours adressées à Jacques. Je vais essayer d'y répondre. En fait, on voit bien avec notamment l'exposé d'Éric en fin de conférence là, que le sujet du biochar peut être perçu comme étant une brique supplémentaire finalement dans la filière biomasse pour apporter aussi de la valeur ajoutée. On voit bien, nous notamment à l'association qui accompagnons le développement des filières biocombustibles, on voit bien aussi les paris et les défis qu'on a à relever. Donc mettre plus de valeur ajoutée dans la filière pourrait, si c'est faisable, être une bonne chose. Et donc il y a eu deux questions en lien avec ce sujet. Quelle est l'énergie utilisée pour la pyrolyse? La pyrolyse, ça a été très rapidement présenté, mais en fait, cette énergie vient de la biomasse. Et donc, cette biomasse pyrolysée va produire une part d'énergie qui va alimenter le processus et une part de biochar. Et donc, la question qui en découlait, c'était la question du bilan énergétique de la fabrication de biochar. Ces deux questions étaient posées par Caroline Bonnet. Très concrètement, et même il faut aller voir au-delà du bilan énergétique, Jacques soulignait l'importance de caractériser la performance environnementale de ces processus en faisant une ACV, donc une analyse de cycle de vie. Donc typiquement, ça fait partie des sujets qui seront abordés dans le programme SRICI. Lydia Duny-Lassalle nous apportera d'ailleurs les compétences au sujet de la mise en place d'analyse de cycle de vie. Lydia, veux-tu ajouter quelque chose? Bonjour, je ne vois pas moi-même mon vidéo. Je n'ai pas compris la question sur le LCA. On n'a pas effectué un LCA pour l'instant. C'est possible, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans une semaine. Il manque de données, des informations, mais
si je me souviens bien aussi, dans le cadre de Redirect, il y avait une LCA assez détaillée qui peut servir comme une bonne base pour continuer. Merci. Je peux vous Merci. donner des éléments sur les LCA généralement à un autre moment séparément. Merci Lydia. En effet, pour réaliser un bilan énergétique, comme Jacques l'a expliqué, c'est vraiment dépendant à la fois du contexte, du type de biomasse, du procédé, des réglages du procédé. Et si on voulait faire un bilan énergétique, on ne pourrait pas faire un bilan énergétique général sur le sujet du biochar, il n'aurait pas de sens. Ah et oui. donc, d'où la précision apportée par Lydia, il faut le faire sur un système bien connu et bien défini. Aujourd'hui, Oui. celui-ci n'existe pas dans le cadre de SRICI. Dans le cadre de Redirect, il y a eu un essai, il y a eu d'ailleurs une analyse de cycle de vie réalisée sur l'unité de Baden-Baden, qui est un pyrolyseur de marque Pireg qui produit du biochar à partir d'une certaine fraction de déchets verts pour produire du charbon actif utilisé en traitement tertiaire des boues de steppe. Voilà, donc pour cette question-là. Ensuite, on passe à la deuxième intervention réalisée par Tom Ducros, sur lequel il y a eu aussi un certain nombre de questions. Donc Claire Grobelet nous proposait plusieurs interrogations. Donc, pourriez-vous redonner le nom de la méthode pour mesurer la surface spécifique au bleu de méthylène? Est-elle normée? Si oui, est-ce possible d'avoir la référence normative? Lydia ou Tom, est-ce que vous pourriez apporter une précision au sujet de la méthode utilisée pour la mesure de surface spécifique? Donc, j'avais essayé d'y répondre rapidement pendant la présentation. Donc, ce n'était pas la surface spécifique que nous, on mesurait, mais la capacité d'absorption, c'est-à-dire la quantité de polluants, la masse de polluants qu'on pouvait récupérer sur une masse donnée de charbon actif. Et est-ce qu'il y a un nom à cette méthode spécifique? Je ne sais pas trop, peut-être Lydia, vous savez? Oui, bonjour. Il y a tout à fait, il y a une méthode qui s'appelle le Methylene Blue Number. Je ne sais pas vraiment si c'est standardisé par ISO, mais c'est utilisé comme le Iodine Number, aussi le Methylene Blue Number. Je commence mon vidéo. C'est aussi une adsorption, en fait, sur le charbon actif ou le biochar d'une quantité de bleu de méthylène. Mais après, il faut lier cette quantité adsorbée à une certaine surface. Donc, ce n'est pas une méthode précise, ce n'est pas une méthode directe. Normalement, pour mesurer, pour quantifier la surface, il faut appliquer des méthodes bien connues avec une apparature assez spécifique aussi, qu'on effectuait avec du azote ou du CO2. Je peux vous envoyer ce que j'ai trouvé comme méthode de bleu de méthylène pour mesurer les surfaces. Mais ce n'est pas une méthode précise, comme je dis. Du coup, Lydia, tant que tu as le micro, le protocole de test sur le traitement de l'eau et les résultats sont-ils publics? Voilà la question qui a été posée à la suite. Public, pas encore. Oui, ce n'est pas un secret, mais on travaille sur une publication aussi. Donc, il y a beaucoup de publications qui utilisent le bleu de méthylène pour tester leurs matériaux, soit biochar, soit charbon actif. À un moment, on est encore en train de faire des caractérisations. On a envoyé tous les échantillons à un labo pour effectuer des analyses. Quand on est prêt
c'est sûr qu'on va publier tous les résultats. Ok. Voilà, donc publication à venir. C'est aussi l'intérêt de ce programme et de ce partenariat donc, qui implique une université comme Unilassal. Donc, c'est que derrière, il y a vraiment une démarche scientifique qui passe par l'ensemble de ces essais et derrière la concrétisation lorsque c'est possible via des publications. D'autres questions toujours sur cette partie-là, sur la partie sur les toitures végétalisées. Je crois que Tom avait commencé à y répondre, il me semble, en direct. La question était de savoir si le biochar mis en mélange, est-ce que c'était en volume ou en masse, les 10 ou les 30% dont tu parlais, Tom? Oui, c'est en volume. Souvent, quand on parle de mélange même avec le compost ou des choses comme ça, on parle en volume parce que ça a une densité très très faible, le biochar. Donc, Claire Grobelet, qui intervenait, était circonspecte sur la réalité économique qu'il pouvait y avoir autour de ça. Concrètement, je ne vais pas te poser la question piège du coût que cela occasionnerait, mais elle avait probablement, si je comprends bien le sens de la question, des doutes sur la possibilité économique, la faisabilité économique de ce genre de réalisation. Alors, est-ce que vous avez regardé dans votre étude finalement cette approche économique de la mise en œuvre de ces solutions-là? Non, c'est vrai que l'approche économique, c'est ce qui pouvait manquer un peu. C'est pour ça qu'on a essayé de voir, est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des gens qui le font, est-ce que ça marche? Et donc, c'est pour ça qu'on a sélectionné plusieurs exemples qu'on a essayé d'expliquer. Donc, ça reste à construire. Merci, Tom. Oui, et puis je rajouterais, puisque c'est nous aussi qui avons quelque part incité les étudiants à se projeter. Donc, en fait, c'est comme l'a très, très bien dit Tom aussi, il y aura une continuité. Demain, c'est d'amener peut-être des entreprises intéressées à aller voir concrètement sur le terrain comment ça peut être mis en œuvre, à quel coût. Et donc, voilà, ce n'était pas l'objectif de chiffrer, c'était l'objectif de se projeter. Il est important en effet d'ouvrir des pistes concernant les usages, car aujourd'hui, ces usages j'aurais tendance à dire, sont à créer, quoi. Et donc, voilà, on peut ouvrir pas mal de portes. Et il y a tout un travail d'études de faisabilité technico-économique à mettre en place. Voilà pour cette partie, je vérifie. Dernière question, avez-vous des valeurs seuil de capacité d'absorption pour garantir l'efficacité et la durée de vie de ce type de dispositif filtrant? On parlait des dispositifs filtrants pour les eaux de ruissellement. Est-ce que, du fait qu'il existe une grande variété de biochars, finalement, quel repère est-ce qu'il faudrait utiliser pour se dire que tel ou tel biochar peut être utilisé dans les conditions proposées par ces systèmes de filtration? Alors, on a essayé de regarder justement et de trouver ça, et c'était vraiment pas facile de trouver une valeur bien précise parce que l'efficacité des installations, elle va dépendre de beaucoup de choses et pas que la qualité du biochar, ça va aussi dépendre beaucoup du type d'eau qu'on traite. Donc la concentration en polluants qu'il y a dans cette eau-là. Aussi, est-ce qu'elle va être chargée beaucoup en particules ou pas? Parce que si c'est une eau qui a beaucoup de matière en suspension, ça risque de colmater plus rapidement le filtre. Et ça dépend aussi beaucoup de l'architecture de l'aménagement dans lequel on met le biochar. Donc, je fais une réponse sans trop donner de réponse, mais c'est parce que oui, ça dépend de beaucoup de facteurs et c'est assez difficile de donner un chiffre pour ça. Merci, Tom. Voilà, et je pense qu'on arrive au bout là pour les questions qui te concernaient. Il y avait une dernière question sur finalement, une fois que le biochar a été utilisé, le biochar chargé finalement en micropolluants, que devient-il? Tu as parlé à un moment donné de valorisation énergétique, il me semble. Est-ce que tu peux en dire davantage sur les usages?
Le charbon actif, comment on peut traiter le charbon actif? Donc, pas le biochar, on s'est penché sur ce qui était déjà fait sur le charbon actif. Et donc, celui-ci pouvait être soit réactivé, soit mis en décharge, ou alors des fois, il était aussi récupéré par les cimenteries, oui, pour une valorisation énergétique. Le réactiver avec du biochar, surtout s'il est mélangé avec des sédiments dans le traitement de l'eau ou des choses comme ça va être très compliqué. Euh, Par contre, du coup, s'il est mélangé dans des fossés ou des choses comme ça, son traitement, il va beaucoup ressembler au traitement des bouts de curage, en fait, quand on cure un fossé. Donc, souvent, la première chose qui est faite, c'est qu'on va chercher à séparer l'eau des solides pour avoir une masse moins grande. Et donc, assez souvent, il peut être mis en décharge. Avant, les bouts de curage, elles pouvaient être aussi réutilisées dans les champs parce qu'il y avait les sédiments pouvaient être utiles, mais on sait maintenant qu'à cause des micropolluants, on peut plus et il faut plus épandre ces bouts-là, pardon. En gros, ce que tu dis, Tom, et je pense que je te rejoins, c'est que là, sur cette application concrète, on voit que le biochar ne va pas forcément changer les pratiques. Il peut s'inclure dans des pratiques déjà existantes et on peut toujours regarder aussi la situation de référence et voir ce qui est pratiqué actuellement déjà sans le biochar. Alors, en effet, il a été un intervenant, un participant précise en effet qu'il faut préciser les choses et ne pas confondre les termes, hein, et notamment biochar et charbon actif sont bien deux choses différentes. Lydia y a un petit peu répondu. Peut-être en effet dans nos propos, parfois la langue peut fourcher, mais il est clair hein, qu'il y a une différence entre le charbon actif et ses spécificités et le biochar. Le biochar nécessitant une activation pour devenir un charbon actif, une activation ou une fonctionnalisation. Voilà, ça c'était pour apporter une précision Oui, de langage. et aussi, je me permets, le biochar, comparé au charbon actif, c'est toujours issu de biomasse, alors que le charbon actif, il peut être issu de matières plutôt fossiles comme la houille ou des choses comme ça. Merci Tom pour cette précision qui justifie l'intérêt de ce programme. Sauf erreur de ma part, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, il y avait une question concernant les résultats du programme SRICI, du programme Redirect, j'anticipe. Les résultats du programme Redirect ont fait de la même façon l'objet de publications, notamment pour l'analyse de cycle de vie de Baden-Baden. Ces publications pourront vous être envoyées à ceux qui auront pu s'inscrire dans le questionnaire, sur le formulaire pardon, qu'on vous a proposé. C'est une publication qui a été réalisée par l'université de Baden-Baden, non, l'université de Kassel, pardon, qui est partenaire du projet, qui était partenaire du projet Redirect et qui est toujours partenaire dans le projet SRICI. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Si d'autres souhaitent intervenir. Il y avait une question, Marc, excuse-moi, mais bon, moi, je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense, en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser le biochar pour traiter des gaz de combustion issus du bois B traité? Donc, c'est un peu la question quand j'ai présenté la carte avec les incinérateurs, bon, on peut imaginer que ces unités qui utilisent du charbon actif, pourquoi pas demain utiliser un biochar qui serait peut-être moins performant. Mais donc, moi, j'ai envie de dire oui, mais je n'ai pas d'exemple concret. Après, il faudrait regarder les polluants visés exactement et des tests pourraient être mis en place pour mesurer s'il y avait une problématique bien identifiée. Ok. Je crois que c'est bon. Il y a quelques questions qui ne sont pas passées, manifestement. Je balaye une dernière fois. Excusez-nous.
de ce petit délai de latence. En tout cas, je souhaitais vous préciser que, en attendant les dernières questions, je souhaitais vous préciser vendredi à 14 h, donc il y aura la conférence organisée par EBI sur le thème du biochar aussi, biochar dans les années 2020, de l'approvisionnement durable aux nouveaux usages. Donc, je pense qu'il permettra de venir compléter ce qu'on a vu ce matin. Complétez aussi ce que vous verrez dans la semaine, car il y a sur le site Bio360 une section biochar. Donc, je vous invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire dans des rendez-vous en B2B. Voilà, donc ce petit mot. Pour finir, j'ai les dernières questions me sont arrivées. Voilà, donc... Voilà. Question, est-il possible d'avoir un lien vers les appellations bois classe A ou, ah oui, pardon, excusez-moi. Quelqu'un souhaitait un lien pour justement les nomenclatures qui étaient exprimées tout à l'heure par Eric. Bois A, bois B, bois de classe A, bois de classe B. Éventuellement, si vous souhaitez en parallèle, on pourra vous envoyer ces éléments-là. Et puis, vers les normes IBC dont parlait Eric. Donc ça, on pourra vous répondre en parallèle. Avez-vous des éléments, des exemples d'utilisation à grande échelle de charbon végétal en tant que combustible, donc plutôt sur des centrales de plus de 10 MW? Peut-être qu'un des collègues a une réponse à apporter là-dessus. Ma connaissance, non. Et Marc? Oui. Alors, à ma connaissance, non. Je ne connais aucune. Ok. Bon, peut-être à explorer. En tout cas, j'en profite justement pour rappeler aussi l'intérêt de ce projet SRICI, c'est aussi de collecter les retours d'expérience, notamment sur l'intégration de biochar et la valorisation de biochar en sous-produits de filière bioénergie. On a quelques exemples, on a cité tout à l'heure, on a fait un clin d'œil à Stockholm tout à l'heure. J'ai parlé tout à l'heure de Baden-Baden, mais il en existe tout un tas. Et un des objectifs de SRICI, c'est aussi de faire un benchmark autour de ces applications-là pour quelque part donner à voir et inspirer des porteurs de projets de nos pays respectifs, Tom en Belgique ou bien en France. Donc, si certains des participants aujourd'hui, soit fournisseurs d'équipements, ont des retours d'expérience à nous faire valoir, ou bien d'autres participants curieux qui auraient eux aussi des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Dernière question, et on pourra conclure, il est 10h56. Nous étudions la possibilité de produire simultanément et en quantité variable du syngaz et du biochar. Y a-t-il des possibilités d'utilisation du biochar pour de l'épuration de rejet et d'une installation de rejet de gaz? Donc Jacques y a en partie répondu. Voilà. Normalement, après, j'ai pas vraiment. En tout cas, aborder la question. Ouais. Sujet très intéressant. Bon, je ne vais pas revenir. Revenir là-dessus. Et par ailleurs, il y a des essais pour aussi filtrer le syngaz qui sort de pyrogazéification, qui sont menés par ailleurs aussi en France. Mais voilà, c'est des sujets très intéressants. Merci pour les questions très intéressantes. Voilà, on est arrivé au bout de la séquence. Juste Marc, peut-être pour préciser également, côté justement Naoden, on réalise là une thèse avec le CIRAD en ce moment sur le craquage de goudron sur lit de char. Voilà, donc c'est un sujet, c'est un sujet qu'on regarde, et donc il y aura des publications qui seront transmises prochainement voilà. Mais effectivement, les premiers résultats montrent que le char est en mesure de réduire de manière forte les goudrons. Et voilà.
Donc, les chars issus du même process, finalement. Exactement, exactement. Et une fois réactivés, soit avec de la vapeur ou de l'oxygène, permettent de réduire les taux de goudron. Voilà. D'accord. Dans Donc, dans des conditions spécifiques. Mais, un sous-produit de votre process pourrait, après traitement, exactement. venir upgrader finalement les rejets. Mm. Quoi. Ah ouais, d'accord. Très intéressant. Ouais. Bon, moi, j'ai bien fait On le tour de suivra la ça perche. attentivement. On suivra ça attentivement. Merci beaucoup. On s'approche de 11 heures. Merci à tous les participants pour l'ensemble de ces questions-là. L'objectif de cette séquence, c'était, vous l'avez compris, c'était de présenter le programme SRICI, présenter le sujet du biochar. Et comme Paul Stuart et l'équipe de Biz l'avaient introduit, présenter aussi le sujet comme étant une opportunité pour la transition écologique, transition environnementale et énergétique. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à prendre contact pour creuser ce sujet-là et participer à nos groupes de travail, voire même travaillons ensemble. Voilà. Merci à toute l'équipe de SRICI pour la mobilisation et à très bientôt.